Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. 5h42, un matin de février, quelque part entre un champ détrempé et une route nationale qui sent le gasoil froid, une femme en tablier serre un panier d'œufs contre elle. À côté, un gamin bâille, les joues rouges, et derrière eux, une voiture qui ressemble à une boîte à chaussures sur pattes, une Renault 4. Le coffre est entrouvert, et ce qu'on voit à l'intérieur donne un haut le cœur, pas par horreur, mais par vérité crue. Des bottes, couvertes de boue, un sac de pommes de terre qui suinte, un bidon de lait renversé qui a caillé pendant la nuit. Et pourtant, la scène a quelque chose de rassurant, presque satisfaisant. Oui, c'est bien de ça qu'on parle. La voiture de France, celle qui a avalé les matins trop tôt et les fins de mois trop courts, le gamin grimpe sur la banquette arrière, sans ceinture, comme on montait dans la vie avant qu'elle devienne propre et réglementée. La femme tourne la clé. Le petit moteur tousse, hoquette, puis se met à vivre. Et à cet instant, on comprend le paradoxe qui va nous tenir jusqu'au bout. Comment une voiture capable de transporter du lait tourné a des cochons, des outils, des amours clandestines et des rêves de vacances a pu devenir un objet de tendresse nationale. Une icône, une madeleine, un symbole. Satisfaisant, parce que c'est exactement la Renault 4. Pas une vitrine, pas un bijou, mais un outil. Intriguant, parce qu'on va découvrir comment cette boîte est devenue une légende. Et un peu répugnant, oui, parce qu'on va regarder en face ce que la France a vraiment transporté dans ses voitures. La sueur, la boue, les restes, les secrets. On pourrait croire que les voitures mythiques naissent toujours d'un grand geste esthétique, d'une ligne parfaite, tracée sur une nappe. Blanche, d'un designer inspiré par la vitesse et le soleil, la Renault 4, elle, naît d'un besoin presque humiliant, celui de survivre, de travailler, de relier, de simplifier. Elle naît d'une France qui a faim de mobilité, pas de prestige. Une France qui ne veut plus marcher des kilomètres avec des sabots mouillés, qui ne veut plus attendre l'autocar quand il passe, qui ne veut plus que la vie soit décidée par la distance. Au début des années 60, il y a une fracture silencieuse. Paris s'électrise, s'embellit, s'agite, mais ailleurs, la France est un puzzle de villages, de fermes, de petites villes, où le temps colle aux chaussures. On n'a pas tous un garage, ni une place de stationnement, ni des routes impeccables. On a des chemins, des pavés, des nids de poules, des virages sales. On a surtout une réalité. Il faut une voiture qui accepte d'être maltraitée. Une voiture qu'on peut salir sans honte, une voiture qui pardonne. La voiture populaire, on l'a déjà. La 4CV a motorisé la sortie de guerre. La Dauphine a mis un peu de modernité sur les routes, et chez Citroën, la 2CV fait déjà le travail du quotidien. Elle transporte des gens, des poules, des sacs de grains, et elle le fait avec une philosophie presque désarmante. Mais justement, la 2CV est là, et elle gagne. Elle occupe l'imaginaire de la campagne, de la débrouille, du « ça ira ». Renault ne peut pas rester spectateur, Renault doit répondre. Non pas avec une copie, mais avec une idée qui touche le même nerf. L'utilité absolue, sauf que Renault a un problème plus profond qu'un simple concurrent. Le pays change de peau. Les familles se déplacent plus. Les travailleurs vont plus loin. Les banlieues poussent. Les supermarchés commencent à avaler les habitudes. Les enfants partent étudier. Les vacances deviennent un horizon accessible. Et la voiture, tout à coup, n'est plus seulement un moyen d'aller au marché. C'est une extension de la vie. Il faut une voiture capable de jouer plusieurs rôles, comme un couteau suisse. Utilitaire, familiale, citadine, rurale. Une voiture qui se transforme selon les jours. Lundi, chantier. Mercredi, école. Samedi, déménagement improvisé. Dimanche, pique-nique. C'est là que la tension naît. Et c'est là que la Renault 4 commence à prendre forme, avant même d'exister, comme une réponse à une question brutale. Comment fabriquer une voiture pour ceux qui n'ont pas le luxe d'en avoir deux?
Pour ceux qui ne veulent pas choisir entre le travail et le week-end, imaginez l'époque sans filtre. Pas d'open space minimaliste, pas de lifestyle. Le quotidien est rugueux. On lave moins, on répare plus. On garde les choses jusqu'à ce qu'elles cèdent. Et même quand elles cèdent, on les recoude. La voiture idéale n'est pas celle qu'on admire. C'est celle qu'on maltraite et qui revient. Et si elle revient en grinçant, tant mieux. Ça veut dire qu'elle est vivante. La France de ces années-là est un théâtre où chacun joue un rôle dans la reconstruction. L'ouvrier, l'instituteur, la postière, le mitwatsam paysan, le petit patron, l'apprenti, tous ont besoin d'un même miracle. Se déplacer sans se ruiner. Et ce miracle doit être simple, facile à comprendre, facile à réparer, facile à charger. Mais pourquoi une voiture comme la Renault 4 allait-elle être plus qu'une voiture utile? Parce que le besoin n'est pas seulement technique, il est psychologique. Une voiture populaire doit faire quelque chose d'essentiel. Elle doit enlever la honte d'arriver en retard, la honte de ne pas pouvoir rendre service, la honte de dépendre des autres, la honte d'être coincé. La Renault 4 naîtra pour effacer cette honte-là, et c'est une mission énorme pour une petite voiture. Regardez les routes secondaires de l'époque. Elles sont comme des lignes de couture entre les morceaux du pays, elles passent devant des cafés où les hommes parlent fort et rient trop, devant des garages où des mains noires de cambouis tiennent le monde debout, devant des maisons où les volets grincent. Sur ces routes, une voiture est un outil de dignité. Elle doit être fiable, oui, mais surtout, elle doit être prête. Prête à partir à l'aube, prête à rentrer tard, prête à porter trop, prête à accepter les erreurs. Et il y a une autre réalité, plus sournoise. La modernité arrive, mais elle n'arrive pas partout de la même façon. Dans certaines familles, on a encore des habitudes d'avant-guerre, des réflexes de pénurie, des repas où rien ne se jette. Dans d'autres, on commence à rêver d'électroménager, de télévision, de week-end. Une voiture doit parler aux deux mondes. Elle doit être assez rustique pour la boue, assez nouvelle pour l'espoir. Renault sent que le peuple ne veut pas une voiture qui fait semblant d'être bourgeoise. Il veut une voiture honnête, une voiture qui dit « Je ne suis pas belle, mais je te rends libre ». Et cette honnêteté, c'est dangereux. Parce qu'une voiture trop honnête ressemble à une punition. Elle peut paraître triste, elle peut faire pauvre, elle peut donner l'impression qu'on a renoncé à l'élégance. Alors il faut trouver un équilibre étrange. Faire une voiture basique, mais pas humiliée. Pratique, mais pas misérable. Un objet qui assume sa simplicité comme une force. Et cette tension-là va devenir l'âme de la Renault 4. La dignité par l'usage. Imaginez une liste de besoins, écrite non pas par des poètes, mais par des gens qui ont froid aux mains. Pouvoir entrer et sortir. Facilement, même avec un manteau épais, même avec des sacs. Pouvoir charger des objets longs, sales, lourds. Avoir de la garde au sol, parce que la route n'est pas toujours une route. Avoir une mécanique accessible, parce que le garage n'est pas toujours à côté. Être économique, parce que l'essence coûte et que les salaires ne pardonnent pas. Être robuste, parce que la vie ne l'est pas. Et surtout, être universel. L'universel, c'est le mot-clé. Une voiture qui peut devenir la voiture de tout le monde sans perdre son sens. La 2CV a cette magie, mais Renault veut une autre magie, plus moderne, plus carrée, plus adaptable. Et c'est là qu'un détail, presque invisible pour un non-initié, va compter. La forme. Une forme carrée, c'est une promesse de volume. C'est une promesse de « je peux ». Une silhouette qui dit « mais y ta vie, ça rentrera ». Mais avant d'arriver à cette silhouette, il y a le décor social. Et il est important de le sentir. Les familles commencent à avoir plus d'objets. On achète des meubles. On déménage plus. On transporte des poussettes, des valises, des outils. La voiture devient un petit camion émotionnel. On y met des cadeaux, des fleurs, des regrets, des promesses. On y pleure parfois, le front contre le volant, avant de rentrer à la maison. Et dans une voiture populaire, tout cela se passe sans mise en scène, sans cuir, sans chrome excessif, juste la vérité. La Renault 4 va naître de cette vérité-là. Un pays qui veut bouger, mais sans se déguiser. Un pays qui n'a pas besoin d'un bolide, mais d'un compagnon. Et pourtant, ce compagnon devra affronter un paradoxe cruel. Plus il sera utile, plus il sera invisible. Les voitures les plus importantes sont souvent celles dont on ne parle pas.
jusqu'au jour où elles disparaissent. Maintenant, imaginez Renault, face à l'ombre de Citroën. La 2CV n'est pas seulement une voiture, c'est un mythe vivant. Elle est déjà entrée dans le folklore, elle a ses blagues, ses chansons, ses histoires. On la critique, on la moque, mais on l'aime. Renault doit frapper autrement. Renault doit créer un mythe différent, pas la même poésie. La poésie de Renault, ce sera la polyvalence. La praticité presque insolente, la sensation qu'on peut faire un truc en plus avec cette voiture, toujours. Et ici, un premier twist psychologique apparaît. La Renault 4 ne naît pas seulement pour transporter, elle naît pour remplacer des gestes, remplacer le voisin qu'on doit appeler pour emprunter une camionnette, remplacer le train qu'on n'a pas envie de prendre avec ses colis, remplacer la fatigue d'organiser, remplacer la dépendance. En termes simples, elle naît pour offrir l'autonomie aux gens ordinaires. C'est une révolution silencieuse, et les révolutions silencieuses sont les plus profondes, parce qu'elles ne font pas peur au début. Elles s'installent, elles deviennent normales. Puis un jour, on se rend compte qu'on ne peut plus vivre sans, mais une autonomie a un prix. Il faudra accepter une voiture qui ne caresse pas l'ego comme une berline. Il faudra accepter des matériaux simples, des bruits, des vibrations, une odeur de tissu chauffé au soleil, de plastique, de poussière, et parfois, voilà le petit malaise que le Hook promettait, l'odeur des choses qu'on transporte. L'oignon, le fromage, la boue, l'huile, le chien mouillé. La Renault 4 sera un salon, mais un salon où la vie entre avec ses chaussures sales. Et c'est précisément ce qui la rendra française. Parce que la France adore le paradoxe. L'élégance et la débrouille, la philosophie et la clé de 12, le dîner raffiné et la voiture pleine de pommes de terre, la Renault 4 va devenir l'endroit où ces contradictions cohabitent. Dans ce climat, l'exigence est claire. Une voiture pour les petits trajets qui finissent toujours par devenir des grands. Une voiture qui n'a pas peur d'être la première voiture d'un couple, la voiture d'un étudiant, la voiture d'une infirmière de campagne, la voiture d'un artisan, la voiture d'un curé, la voiture d'un facteur, une voiture qui accepte qu'on lui fasse porter le poids de plusieurs existences. Et là, la tension dramatique monte encore d'un cran. Parce que quand on veut créer la voiture de tout le monde, on risque de créer la voiture de personne. Trop neutre, trop fade, trop utilitaire. Le défi est donc presque narratif. Comment fabriquer une voiture qui n'a pas vocation à être admirée et qui finira pourtant aimée? La réponse commence par une observation simple. L'amour vient de la confiance. On n'aime pas d'abord ce qui brille. On aime ce qui nous sauve la peau quand il pleut, quand on est en retard, quand on a trop à porter, quand on n'a pas les moyens de faire autrement. La Renault 4 devra être une sauveuse discrète. Et maintenant, revenons à cette image un peu dégoûtante. Le bidon de lait renversé qui colle. Ce n'est pas gratuit. C'est une métaphore de ce que la voiture va accepter. La saleté de la vraie vie. Une voiture culte n'est pas forcément une voiture belle. C'est une voiture qui a partagé la vie de millions de gens au point de devenir un témoin, un meuble roulant, une pièce de mémoire. La France des années 60 a besoin d'un témoin comme ça, parce qu'elle se transforme vite, trop vite. Et dans les transformations rapides, on s'accroche à des objets stables. La Renault 4 va devenir une ancre. Elle restera la même quand le paysage changera autour, quand les enseignes lumineuses apparaîtront, quand les autoroutes découperont le pays, quand les habitudes se moderniseront, et c'est ici qu'on sent le début du grand arc en 3 actes, sans le nommer. On est au moment où le monde réclame une réponse. Le problème est posé, la pression est là, la question n'est plus « est-ce qu'on va la créer ?» La question devient « comment ne pas se tromper ?» Parce qu'une voiture populaire ratée, ce n'est pas un échec de style, c'est un échec social. C'est priver des gens de liberté, c'est leur vendre une promesse qui casse au premier hiver. Alors Renault va chercher une voiture qui épouse le pays, une voiture qui se faufile en ville, mais qui ne se casse pas les dents sur un chemin, une voiture qui se charge comme une petite fourgonnette, mais qui reste accessible, une voiture à vivre. Et plus on approche de ce besoin, plus un dernier détail surgit, presque ironique. La Renault 4 devra être si pratique qu'on oubliera qu'elle est une invention. Comme une cuillère, comme un verrou, comme une paire de chaussures. On ne se dit pas « quelle merveille technologique ». On se dit « heureusement que je l'ai ». C'est là, précisément là, que naît le culte.
quand l'objet disparaît derrière l'usage, puis réapparaît dans la nostalgie, comme un fantôme familier. Et la Renault 4, avant même d'être dessinée, est déjà un fantôme en préparation. Elle laisse la promesse qu'un matin glacé ne sera plus un obstacle. Elle est la promesse qu'une famille ne restera pas coincée. Elle est la promesse qu'un artisan ne refusera plus un chantier trop loin. Elle est la promesse qu'un étudiant pourra partir sans demander la permission à personne. Elle est la promesse, enfin, qu'on pourra transporter le lait. Même si, parfois, il tourne, Renault, à ce moment-là, n'a pas le droit de se rater. Parce qu'une voiture populaire, ce n'est pas un jouet. C'est un contrat moral. On promet à des millions de gens qu'ils vont pouvoir compter sur un objet. Et si l'objet trahit, ce n'est pas seulement une panne. C'est un dimanche fichu, un salaire amputé, un rendez-vous manqué, une humiliation, sur le bas-côté, sous la pluie, avec les camions qui te frôlent, comme si tu n'existais pas. Alors dans les bureaux, dans les ateliers, dans les couloirs où l'on marche vite, la question devient presque obsessionnelle. Comment fabriquer une voiture qui ne demande pas d'être comprise par un ingénieur? Une voiture qui se comprend par un paysan, par une mère de famille, par un apprenti, par un facteur? Une voiture qui se lit comme un outil? Et c'est là qu'un détail change tout. Renault ne pense pas seulement voiture. Renault pense forme de vie. Le projet doit être conçu comme un objet domestique, un objet du quotidien, un objet qui accepte les maladresses, comme un frigo qu'on ouvre 1000 fois, une porte qu'on claque, une chaise qu'on traîne sur le sol. On ne caresse pas une chaise, on l'utilise. Et la chaise ne doit pas se venger. Dans une France où les routes ne sont pas toutes lisses, où les budgets sont serrés, où les garages de campagne tiennent l'économie sur leurs épaules, la conception doit être presque brutale de simplicité. Sauf que la simplicité, paradoxalement, est difficile à obtenir. Faire compliqué, c'est facile. On ajoute, on raffine, on surcharge. Faire simple, c'est un combat. Il faut enlever sans perdre. Alors on entre dans l'arrière-boutique du mythe. Là où l'icône n'a rien d'iconique, là où elle n'est qu'un dossier, un ensemble de contraintes, une suite de décisions qui peuvent paraître froides, mais qui, mises bout à bout, vont fabriquer une des voitures les plus vivantes de l'histoire française. Les ingénieurs savent qu'ils doivent frapper fort sur un point, l'architecture. Pas seulement le moteur ou la carrosserie, mais l'idée même de ce qu'est une voiture. La 2CV de Citroën a imposé son monde. Traction avant, légèreté, suspension d'une souplesse presque insolente et surtout une philosophie rurale assumée. Renault doit proposer un univers différent, plus pratique, plus modulaire, plus adaptable à la ville comme à la campagne. Et c'est ici que naît un premier twist technique qui va avoir l'air banal aujourd'hui, mais qui à l'époque a un parfum de révolution. La Renault 4 ne veut pas être une petite berline raccourcie. Elle veut être une boîte utile, un volume, une silhouette faite pour le chargement, pour le mouvement, pour la porte qui s'ouvre et qui dit « Vas-y, mets tout ». Ça peut sembler évident, mais imagine l'époque. Les voitures sont souvent conçues comme des objets de statut, même modestes. Une ligne arrière plongeante, un coffre séparé, un profil élégant. La Renault 4, elle, va affirmer une autre beauté. La beauté du vide disponible, la beauté de l'espace. Et ce choix impose des conséquences en cascade, parce qu'une voiture volume doit être stable, doit tenir la route, doit offrir un accès facile, doit permettre un grand haillon, et chaque centimètre de tôle, chaque charnière, chaque joint, devient une bataille entre coût, robustesse, facilité de production et longévité. Dans les ateliers, on ne parle pas encore de design iconique. On parle d'emboutissage, de tolérance, de corrosion, d'assemblage. On parle de combien de minutes il faut pour monter un élément. On parle de combien de francs on économise en retirant une pièce. La poésie naît de l'économie. Et parfois, elle naît du compromis. Un compromis, justement, va devenir l'une des signatures invisibles de la Renault 4. La manière dont elle va reprendre des solutions, éprouvées chez Renault, en les combinant comme on compose un plat avec les restes. Sauf qu'ici, les restes deviennent un chef-d'œuvre d'efficacité. Renault veut une traction avant, meilleure motricité sur route glissante, plus de place à bord, comportement rassurant pour les conducteurs ordinaires, mais la traction avant, chez Renault,
n'est pas un terrain neutre. C'est une décision industrielle et culturelle. Il faut que ce soit fiable, et surtout facile à entretenir. Le pays doit pouvoir réparer. On se retrouve alors à construire une voiture comme on construit un pont. Pas pour qu'il soit beau, mais pour qu'il tienne, et qu'on puisse le réparer sans fermer la route pendant 3 semaines. La Renault 4 doit être ce pont-là. Le pont entre les lieux, entre les classes sociales, entre les époques. Et l'une des obsessions devient le plancher. On veut un plancher plat, un espace intérieur modulable. Une voiture où l'on peut passer d'un usage à l'autre sans cérémonie. Les sièges doivent pouvoir se retirer. La banquette doit accepter des objets encombrants. Là, déjà, on sent une idée moderne. L'intérieur comme espace transformable, comme un petit appartement dont on pousse les meubles, sauf qu'il y a un piège dramatique. Plus tu rends une voiture polyvalente, plus tu risques de la rendre fragile. Une banquette démontable peut vibrer, un haillon large peut fuir, un volume carré peut résonner. Et le public de l'époque n'est pas tendre. Il veut une voiture qui travaille, pas une voiture qui pleure. Alors Renault teste. Et teste encore. Ce n'est pas romantique. C'est répétitif, parfois humiliant. On casse pour comprendre. On roule pour provoquer la panne. On fait souffrir la voiture pour qu'elle n'ait plus peur de souffrir dans les mains des gens. Imagine une scène presque cinématographique, mais sans glamour. Un proto roule sur une piste, encore et encore. Les amortisseurs chauffent, les boulons se desserrent, les tôles vibrent. Dans l'habitacle, ça résonne comme une boîte vide. Un ingénieur note quelque chose sur un carnet. La mine dure. Puis on rentre, on démonte, on corrige, on renforce ici, on allège là. Une guerre d'usure contre la fatigue des matériaux. Et ce qui est fascinant, c'est que ce genre de guerre ne fait pas la une. Personne ne photographie les nuits où l'on ajuste un mécanisme de porte pour qu'il supporte 1000 claquements. Personne ne filme le moment où on comprend qu'un joint laisse passer l'eau, et que cette eau, en hiver, deviendra glace, et que cette glace deviendra colère. Parce que oui, une voiture populaire échoue rarement par un grand drame spectaculaire. Elle échoue par accumulation de petites trahisons. Une fuite, un bruit, une porte capricieuse, une rouille qui apparaît trop vite. Et dans une voiture conçue pour les gens ordinaires, ces petites trahisons deviennent des insultes quotidiennes. Renault doit donc fabriquer une voiture qui respecte la rudesse. Et pour respecter la rudesse, il faut une certaine rudesse dans la conception, des solutions simples, mécaniques, robustes, parfois même un peu brutes. Là où d'autres cherchent la sophistication, la Renault 4 cherchera l'évidence. L'évidence du geste, l'évidence du chargement, l'évidence d'un véhicule qui fait ce qu'on lui demande sans faire semblant d'être autre chose. Un autre twist, plus subtil, va apparaître dans la création. La Renault 4 doit être féminine, au sens social de l'époque. C'est, à dire facile à conduire, facile à vivre, rassurante, pratique, sans être étiquetée comme une petite voiture de femme qu'on mépriserait. Elle doit être accessible aux femmes qui prennent le volant de plus en plus, mais aussi respectable aux yeux des hommes qui veulent garder l'illusion que l'automobile est un territoire masculin. Donc on travaille, le confort de conduite. On veut une direction qui ne casse pas les bras, une visibilité claire, un véhicule qui inspire confiance. Et en même temps, on doit conserver une robustesse utilitaire qui évite l'image de fragilité. Cette tension sociale, Renault la connaît. Si la Renault 4 devient trop mignonne, elle perd les artisans. Si elle devient trop camionnette, elle perd les familles. Elle doit marcher sur un fil français, justement, celui du pratique qui n'oublie pas le cœur. Et pour ne pas oublier le cœur, il faut un détail que les ingénieurs ont parfois tendance à négliger. La sensation, le ressenti, le « ça se conduit bien », le « je m'y sens chez moi ». L'intérieur doit être simple mais pas hostile. Les commandes doivent être compréhensibles. L'espace doit respirer. Alors on imagine un habitacle qui n'impressionne pas, mais qui accueille. Un tableau de bord sans prétention. Des matériaux faciles à nettoyer, parce que la voiture sera sale, forcément. Et c'est ici que la Renault 4 assume un destin presque organique. Elle sera l'une des voitures les plus nettoyées à grande eau de l'histoire. On ouvrira les portes, on sortira les tapis, on balancera un seau, on frottera. Ce n'est pas une voiture qu'on cire, c'est une voiture qu'on lave. Et ça change la conception, parce qu'un objet qu'on lave souvent doit résister à l'humidité, au frottement, au temps.
Les tissus, les joints, les fixations, tout doit encaisser. Pendant ce temps, Renault doit aussi penser production. Une voiture populaire doit se fabriquer en grand nombre, ça demande une industrialisation solide, une chaîne capable de reproduire la qualité sans y passer des heures. Or, la qualité, sur une voiture économique, n'est pas un luxe, c'est une obligation. Parce que les gens qui achètent une voiture abordable n'ont pas de marge financière pour l'imprévu. Leur voiture doit être fiable, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre qu'elle ne le soit pas. C'est là que le drame industriel se joue. Comment garantir une fiabilité quasi bourgeoise avec un budget populaire? La réponse, encore une fois, n'est pas glamour. Standardisation, rationalisation, pièces communes, logique de gamme. Et surtout, une philosophie, si une pièce ne sert pas, on la supprime. Si une pièce peut être plus simple, on la simplifie. Si une pièce peut être accessible, on la rend accessible. Mais attention, simplifier trop peut tuer. Les ingénieurs le savent. On peut retirer une couche de confort et tout à coup, la voiture devient fatigante. On peut retirer un renfort et tout à coup la voiture vieillit mal. Alors il faut une intelligence du compromis, une intelligence humble. Imagine l'équipe projet comme un petit tribunal permanent. Chacun apporte sa peur. Le financier a peur du coût. L'ingénieur a peur de la panne. Le responsable produit a peur du rejet du public. Le marketeur a peur de l'image pauvre. Le chef d'atelier a peur de ne pas tenir les cadences. Et au milieu, la voiture, encore invisible, doit naître de ses peurs, comme un enfant qu'on protège déjà. C'est là que naît une autre dimension de la Renault 4. Elle est un produit de la démocratie industrielle. Elle n'est pas la vision d'un artiste seul. Elle est le résultat d'une négociation permanente entre contraintes réelles, et c'est peut-être pour ça qu'elle finira par appartenir à tout le monde. Elle a été faite par tout le monde, en quelque sorte. Dans les prototypes, on voit déjà la silhouette qui deviendra familière, simple, droite, presque naïve. Une voiture qui ne cherche pas à séduire par la courbe, mais par la promesse d'espace. Et cette silhouette, certains la trouveront laide, d'autres la trouveront honnête. Mais personne ne pourra la confondre. Et maintenant, un moment clé dans la dramaturgie. Le moment où l'on comprend que la voiture va être jugée par des gens qui n'ont aucune pitié. Le public, ce juge invisible, ne se contente pas d'un concept. Il veut une preuve. Et cette preuve ne se fait pas sur un podium. Elle se fait dans la boue, dans la neige, dans les ruelles, sur les pavés, dans les embouteillages. Renault doit donc anticiper tout ce que la France va faire subir à la Renault 4. Et la liste est presque grotesque. Des charges absurdes. Armoires, ballots, cages, outils, sacs de ciment, des routes défoncées, des démarrages par grand froid, des coups de portière, des virages pris trop vite par des conducteurs pas formés, des enfants qui sautent sur les sièges, des chiens qui grattent la sellerie, des fuites de bouteilles, de lait, de vin, d'huile, de tout. Des réparations improvisées. La voiture doit être prête à être mal aimée au quotidien, pour être aimée sur le long terme. Et ça, c'est une philosophie presque tragique. Accepter de ne pas être respecté pour devenir indispensable. Le plus intéressant, c'est que cette philosophie s'accorde à quelque chose de profondément français. On se méfie des objets trop parfaits, on leur cherche une faille, on les soupçonne d'être arrogants. Un objet un peu imparfait, un peu rustique, mais fidèle, devient plus attachant. La Renault 4 aura cette humanité mécanique, pas toujours silencieuse, pas toujours élégante, mais présente. À ce stade, l'équipe projet doit aussi choisir ce que la Renault 4 ne sera pas. Elle ne sera pas une voiture de luxe miniature. Elle ne sera pas une sportive déguisée. Elle ne sera pas un symbole de réussite. Et ce refus, à lui seul, est courageux. Parce qu'en automobile, l'ego est partout. Tout le monde veut faire mieux. La Renault 4 accepte de faire juste. Et pourtant, il y a un dernier piège. Un piège d'époque. La modernité accélère. Si Renault se contente d'une voiture trop rustique, elle risque d'être ringarde dès sa naissance. La France veut du nouveau. Elle veut le sentiment de monter dans l'avenir, pas dans le passé. Alors, Renault injecte une modernité qui n'est pas ostentatoire, mais structurelle. L'accès, la modularité, l'architecture, la polyvalence. Une modernité de l'usage, pas de la frime. Et c'est là que se joue la différence avec la 2CV. La 2CV est une philosophie rurale poétique.
la Renault 4 sera une philosophie utilitaire transversale. Campagne et ville, travail et famille, semaine et week-end. On arrive alors à ce moment presque électrique. La voiture est prête à rencontrer le monde. Mais juste avant cette rencontre, dans les dernières mises au point, on sent la pression monter. Parce qu'il y a toujours une peur. Et si les gens ne comprennent pas? Et si l'image de boîte fait fuir? Et si l'on se moque? Et si la concurrence l'écrase? Et si on a fabriqué une voiture intelligente, mais pas désirable? C'est là que la Renault 4 s'apprête à faire son coup le plus audacieux. Elle va prendre le risque d'être jugée sur ce qu'elle est vraiment. Pas sur une promesse de prestige, pas sur un vernis, sur sa capacité à servir. Et ce risque, c'est un pari dramatique, parce que servir, ça ne fait pas rêver au premier regard. Servir, ça se prouve avec le temps. On pourrait croire que le destin d'une voiture se décide le jour de sa sortie. En réalité, il se décide le jour où la première personne la surcharge, juste pour voir. Le jour où la première personne la conduit. Sous une pluie battante, le jour où la première personne la prête à un ami, le jour où la première personne la revend, et qu'un autre l'achète en disant « elle fera l'affaire ». Et la Renault 4 est en train d'être conçue pour que, précisément, elle fasse l'affaire, dans 1000 vies différentes. La rencontre avec le public ne ressemble jamais à une cérémonie. C'est plutôt un choc discret, un frottement, un jugement immédiat rendu dans le silence d'un essai, dans la grimace d'un voisin, dans la phrase d'un père de famille qui calcule au centime près. La Renault 4 arrive dans un monde où les gens n'achètent pas des concepts. Ils achètent une solution. Ils achètent un oui à leur quotidien. Au début, on la regarde avec ce mélange français de curiosité et de méfiance. Sa silhouette carrée, son arrière comme une petite falaise, son allure de véhicule prêt à être rempli. Certains y voient une intelligence, d'autres une provocation. On entend déjà les surnoms qui vont se coller à la peau des voitures populaires. Moqueries affectueuses, petite cruauté. Parce qu'en France, on teste l'amour en se moquant. Si on te taquine, c'est que tu es entré dans la famille. Mais la Renault 4 ne cherche pas à gagner un concours de beauté. Elle cherche à gagner une guerre d'usure, la guerre du quotidien. Et cette guerre se gagne par des scènes répétées 1000 fois, des scènes que personne ne filme, mais que tout le monde connaît. Première scène, le marché. Une femme ouvre le haillon, et là, surprise, ce n'est pas un coffre qu'on remplit comme une boîte aux lettres. C'est une ouverture large, presque insolente, qui accepte les caisses, les sacs, les paniers. On charge vite, on décharge vite. Et ce geste-là, le geste simple, déclenche un petit déclic intérieur. Ah, c'est fait pour ça. Satisfaction immédiate, le genre de satisfaction qui rend une voiture évidente. Deuxième scène, l'artisan. Il revient d'un chantier avec des outils sales, une planche trop longue, un rouleau de câbles qui s'en mêle. Il n'a pas envie de protéger les sièges, comme s'il s'agissait d'un salon bourgeois. Il veut juste que ça rentre, et ça rentre. Avec un peu de Tetris, avec un peu de juron, mais ça rentre. Et là, un phénomène très français se produit. L'adoption. Quand un artisan adopte un véhicule, il le bénit. Parce qu'un artisan ne pardonne pas longtemps. S'il garde, c'est que ça marche. Troisième scène, l'étudiant. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a des amis, des projets, des déménagements, des week-ends. Il cherche une voiture qui ne lui demandera pas d'être riche pour exister. Il trouve une Renault 4 d'occasion. Pas parfaite, un peu bruyante, mais vivante. Il la démarre et il a l'impression d'acheter une liberté. La Renault 4 devient la voiture de l'initiation. Première voiture, première autonomie, première fugue, première vacances. Et une première voiture, ça s'imprime dans le cœur comme une cicatrice. Au début, évidemment, il y a les critiques, toujours. Les bruits, les vibrations, la simplicité parfois spartiate. Mais ces critiques, au lieu de la tuer, vont la définir. Parce qu'une voiture trop parfaite ne laisse pas de place à l'histoire. La Renault 4, elle, laisse de la place. Elle devient un personnage, elle a un caractère. Et ce caractère se construit à travers une chose impitoyable. L'usage intensif. La Renault 4 ne sera pas une voiture du dimanche. Elle sera la voiture du lundi au lundi. Elle sera la voiture qui se salit, qui se cogne, qui porte, qui traîne, qui attend sous la pluie, qui démarre quand même. On la voit partout. Et quand un objet devient omniprésent, il devient un décor national. Ce n'est plus seulement ma voiture,
c'est la voiture convoi, la voiture des campagnes et des villes moyennes, la voiture qui stationne de travers devant les boulangeries, la voiture qui attend à la sortie des écoles, la voiture qui grimpe les petites routes, la voiture qui transporte le chien, les enfants, les courses, les outils, les meubles. Et là, la Renault 4 commence à faire quelque chose de plus profond. Elle devient un prolongement du corps social. Elle n'est pas un symbole de réussite, elle est un symbole de participation. La France roule, et elle roule avec elle. Mais un mythe ne se construit pas seulement par la répétition, il se construit par des moments où l'objet semble dépasser sa condition, et la Renault 4 va accumuler ces moments comme d'autres accumulent des médailles, parce qu'elle va devenir une voiture de travail, oui, mais aussi une voiture d'aventure, une voiture de route, une voiture de départ, une voiture qui, par sa simplicité, donne le sentiment qu'on peut aller plus loin. Tu n'as pas une machine fragile, tu as une compagne. Et c'est ici que l'histoire prend un virage. La Renault 4 commence à voyager, pas seulement de village en village, mais d'un imaginaire à l'autre. Elle se glisse dans la poste, dans les administrations, dans les entreprises, dans les fermes, dans les services. Elle devient un outil pour des métiers très différents. Elle devient presque un uniforme. Et le public, petit à petit, comprend un truc. Cette voiture est légère au sens moral. Elle ne te demande pas d'être quelqu'un, elle te laisse être toi. Tu peux être pauvre ou à l'aise, jeune ou vieux, rural ou urbain. Elle ne te juge pas. Ça, c'est une force colossale. Parce qu'une grande partie de l'automobile est une machine à jugement social. La Renault 4, elle, est une suspension de ce jugement. Elle est un espace neutre où la vie se passe. Alors, comment devient-elle célèbre? Pas comme une star. Plutôt comme un ami qu'on cite dans toutes les anecdotes. Tu te souviens? On était 5 dedans. On a transporté une armoire. On a dormi dedans. On est parti à l'aube. Elle a démarré. Même quand? Ce sont ces phrases qui construisent une légende. Et maintenant, le twist un peu plus sombre, celui qui donne le goût mêlé d'attachement et de malaise, la Renault 4 devient aussi la voiture des excès ordinaires. On y entasse trop, on y roule fatigué, on y transporte des choses qui sentent, on y mange sur le pouce, on y laisse des déchets, des restes de sandwich, des bouteilles vides, des journaux, des traces de vie. Elle devient la voiture où l'on ne fait pas semblant d'être propre. On pourrait s'en moquer, mais c'est justement ce qui la rend authentique. La Renault 4 est un témoin, et les témoins ne sont pas toujours agréables à regarder, parce qu'ils montrent ce que les gens vivent vraiment. La tension dramatique monte encore quand la Renault 4 s'inscrit dans le temps long, parce qu'un véhicule populaire n'a pas seulement un lancement, il a une carrière, il vieillit, il passe de main en main, il devient un objet de seconde, de troisième vie. Et c'est là que naît l'un des phénomènes les plus puissants autour de la 4L. L'occasion. Une voiture accessible neuve est un succès. Une voiture accessible en occasion devient un empire. La Renault 4 commence à se multiplier comme un langage. Les pièces se trouvent. Les mécanos la connaissent. Les gens savent qu'on peut la réparer. Et cette réparabilité est une forme de sécurité psychologique. Quand tu achètes une Renault 4, tu n'achètes pas seulement une voiture. Tu achètes un réseau de compréhension. Tu achètes la certitude que quelqu'un, quelque part, saura te dépanner. Et ce réseau, dans les années où la voiture est moins informatique et plus mécanique, c'est un pouvoir énorme. C'est comme posséder un objet universel, dont les vices et les réflexes sont partagés par tout le pays. À partir de là, la Renault 4 devient plus qu'un véhicule. Elle devient une infrastructure informelle, une mobilité collective, distribuée, démocratique. Mais pour devenir culte, il faut un dernier ingrédient, la présence dans l'imaginaire. Et l'imaginaire se nourrit d'images fortes. Or, la Renault 4 va offrir des images incroyables, parfois comiques, parfois touchantes, parfois presque absurdes. On la voit dans des départs en vacances, avec des barres de toit surchargées, des valises attachées comme des paquetages militaires, des enfants qui transpirent à l'arrière, des parents qui font semblant d'être sereins. On la voit dans les campagnes, éclaboussée, avec des sacs de grains, des cages, des bottes. On la voit dans les villes, coincée entre des voitures plus modernes, mais tenant sa place avec une sorte de fierté têtue. On la voit dans des routes qui montent, qui tournent, qui tremblent, et elle y va toujours. Et c'est là que la Renault 4 commence à fabriquer un sentiment rare, la gratitude.
Beaucoup de gens, en France, ont été sauvés par une 4L, sauvés d'un retard, d'un déménagement impossible, d'une galère logistique, sauvés d'un isolement, sauvés d'un chômage parfois, parce qu'elle permet d'aller travailler plus loin. Et quand un objet te sauve, tu finis par l'aimer. On arrive aussi à un moment où la Renault 4 devient presque un rite de passage collectif. Elle est la voiture des premières fois. Premier job avec un utilitaire. Premier appart à meubler. Première route vers la mer. Première fois qu'on dort dans une voiture. Première panne qu'on répare soi-même. Première fois qu'on se sent adulte. Et puis, la Renault 4 traverse les décennies et elle s'accroche, elle s'adapte. Elle continue d'exister alors que les voitures deviennent plus basses, plus lisses, plus silencieuses, plus finies. Elle garde son côté franc, je suis là pour servir. Et dans ce contraste, elle devient une résistance culturelle, une petite rébellion roulante contre l'idée que tout doit être sophistiqué pour être respectable. On peut être simple et légitime, on peut être rustique et aimé, on peut être bruyant et indispensable. C'est à ce moment précis que la célébrité se transforme en culte. Parce que le culte, ce n'est pas l'admiration froide, c'est l'attachement irrationnel, c'est la nostalgie anticipée, c'est la sensation qu'une chose fait partie de la famille nationale. Et la Renault 4, par sa présence dans les vies, finit par devenir un décor émotionnel. Elle est dans les photos jaunies, dans les histoires racontées au dîner, dans les souvenirs de route. Elle est associée à une France qui bosse, qui se débrouille, qui part quand même, qui rit même dans l'inconfort. Mais attention, le mythe n'est pas seulement doux, il a aussi son côté grinçant, parce que la Renault 4, comme toutes les voitures populaires, est aussi liée à la fatigue, à la précarité, aux trajets imposés, aux longues routes pas choisies. Elle est parfois le symbole de ceux qui n'ont pas eu le choix. Et c'est précisément ce mélange, tendresse et rudesse, qui la rend vraie. Alors, quand on demande « Pourquoi est-elle culte en France ?», la réponse n'est pas seulement parce qu'elle est pratique, c'est parce qu'elle a été une scène où le pays a joué sa vie quotidienne. Et une scène, quand elle est partagée par des millions de gens, devient un mythe. Et maintenant, le fil dramatique se tend pour la suite. Si la Renault 4 est devenue cette icône d'usage, qu'a-t-elle laissé derrière elle? Qu'a-t-elle changé dans l'industrie? Dans les habitudes? Dans l'idée même de ce qu'une voiture peut être? Parce qu'un objet culte ne se contente pas d'être aimé, il transforme. Elle a fini par être si présente qu'on ne la voyait plus. Et c'est souvent comme ça que les objets les plus puissants entrent dans l'histoire. Ils deviennent du décor. Un jour, on se retourne et le décor a disparu. Et tout à coup, il manque quelque chose dans l'air. La Renault 4, à force d'avoir porté la France, a fini par porter une idée simple, presque brutale. Une voiture ne sert pas à impressionner. Une voiture sert à vivre. Et cette idée, elle ne s'est pas éteinte en 1994, quand la dernière Renault 4 quitte la scène. Elle a continué de circuler, invisible, dans l'ADN de l'automobile. Parce que la 4L n'a pas seulement rempli des coffres. Elle a ouvert une voie. D'abord, elle a normalisé un concept qui paraît évident aujourd'hui, mais qui ne l'était pas au début des années 60. La voiture comme espace modulable. Une voiture où l'intérieur n'est pas figé, où l'on peut transformer l'usage selon les besoins. Avant elle, pour beaucoup, l'automobile était encore pensée comme un salon roulant, avec ses règles, son ordre, sa hiérarchie. Avec la Renault 4, on accepte que l'habitacle puisse être un atelier, une chambre improvisée, un garde-manger, un vestiaire. On accepte que le véhicule soit une extension du domicile, mais un domicile sans manière. Et là, un premier héritage se dessine. L'esprit pratico-pratique qui va nourrir plus tard une partie de la culture automobile française et européenne, pas le luxe, pas la performance pure, mais l'intelligence de l'usage. La Renault 4 devient un ancêtre spirituel de toute une lignée d'objets roulants conçus pour l'espace, l'accès, la modularité. Elle a rendu respectable l'idée d'acheter une voiture pour son volume et sa fonctionnalité, et non pour son statut. Ensuite, elle a participé à populariser une silhouette qui allait devenir, avec le temps, presque un standard. Le volume arrière, accessible, le haillon, la logique du chargement facile. Aujourd'hui, on parle de hatchback, de compact à haillons, de petits utilitaires dérivés de voitures, mais à l'époque,
cette façon de penser le coffre comme une grande bouche ouverte sur la vie quotidienne n'était pas encore installée partout dans les têtes. La 4L a contribué à rendre cette idée familière. Une voiture doit avaler le réel. Et ce n'est pas qu'une question de coffre. C'est une question de mentalité industrielle. La Renault 4 a montré qu'on pouvait concevoir un véhicule populaire en pensant d'abord à l'usage, au geste, à la répétition, à la fatigue, au « je dois le faire tous les jours ». Elle a imposé une logique. Le confort n'est pas seulement la douceur des sièges, c'est la facilité de faire ce que la vie exige. Un autre héritage, plus profond, c'est la démocratisation de la polyvalence. Avant, on segmentait plus durement. La voiture familiale ici, l'utilitaire là, la citadine ailleurs. La Renault 4 a brouillé les frontières. Elle a rendu acceptable l'idée qu'un même véhicule puisse être plusieurs choses sans être ridicule. Et ce brouillage est une révolution sociale parce que la segmentation automobile, c'est aussi une segmentation des classes. Ceux qui peuvent s'offrir plusieurs véhicules et ceux qui doivent tout faire avec un seul. La 4L a dit « un seul suffit ». Et derrière cette phrase, il y a un monde, une économie, une liberté, une dignité. Mais l'héritage de la Renault 4 ne se limite pas à l'industrie, il touche à la mémoire collective parce qu'elle a été la voiture d'une France qui changeait. Elle est devenue un marqueur temporel. Quand quelqu'un dit 4L, on ne pense pas seulement à un modèle, on pense à une époque, à des routes sans GPS, à des départs sans téléphone portable, à des vacances où l'on se perdait, à des repas sur le bord de la route, à des mains noires de cambouis, à des garages où l'on apprenait la mécanique comme on apprend une langue. Et ce lien à la mécanique, justement, est un héritage culturel majeur. La Renault 4 appartient à un temps où l'automobile était encore compréhensible, où l'on pouvait écouter un bruit et deviner, où l'on pouvait ouvrir le capot et voir, où la réparation n'était pas un acte mystérieux réservé à des machines de diagnostic, mais un geste, parfois approximatif, parfois brillant, souvent humain. Elle a créé une relation particulière entre les Français et leur voiture. Une relation de bricolage, de tolérance, de débrouille, une relation où la voiture n'est pas un objet sacré, mais un compagnon qui a ses humeurs. Et cette relation a façonné une partie de la culture populaire. Les blagues, les anecdotes, les récits de pannes héroïques, les départs en « ça passera », c'est là que le culte se transforme en patrimoine. Et puis, il y a un héritage symbolique. La Renault 4 est devenue l'icône d'une France ordinaire dont on est nostalgique, sans toujours l'avouer. Une France moins lisse, moins optimisée, moins surveillée. Une France où l'on acceptait qu'une voiture sente le chien mouillé et le fromage, et où c'était presque normal. Une France où l'on partait avec trop de bagages, et pas assez de planification. Une France où l'on prenait le temps parce qu'on n'avait pas le choix, et où ce « pas le choix » a parfois produit des souvenirs plus intenses. Voilà un twist émotionnel. Ce que la Renault 4 symbolise, ce n'est pas seulement la liberté, c'est une liberté imparfaite, une liberté qui coûte du bruit, du froid, des trajets lents, des pannes, des compromis. Et pourtant, c'est précisément cette imperfection qui la rend attachante. Parce qu'elle ressemble à la vie, jamais idéale, mais souvent magnifique quand même. Dans l'industrie, son héritage se lit aussi dans la manière dont les constructeurs ont compris, peu à peu, la valeur de la simplicité robuste. La Renault 4 a prouvé qu'un véhicule peut durer, passer de main en main, devenir une seconde peau. Elle a montré que la longévité, même sur un produit populaire, est un atout culturel. Une voiture durable crée une communauté, une mémoire, une économie de réparation, un marché de pièces, un folklore. Elle devient plus qu'un produit, elle devient un écosystème. Et quand un modèle devient un écosystème, il se détache de son constructeur. Il appartient au pays. Renault a fabriqué la 4L, mais la France l'a possédée. Et puis, il y a le moment où l'objet cesse d'être banal et commence à devenir collector. C'est presque cruel. Tant qu'elle était partout, on la négligeait. Quand elle devient rare, on l'aime plus fort, comme si on s'excusait de l'avoir oubliée. Les Renault 4 survivantes deviennent des capsules de temps. On les restaure, on les photographie, on les bichonne, on leur donne une seconde vie, parfois plus luxueuse que la première. Et c'est un renversement délicieux. La voiture qui servait à transporter des sacs de patates devient un objet qu'on protège,
qu'on admire, qu'on expose. Ce renversement, c'est la preuve ultime du statut culte. Quand le banal devient précieux, mais pourquoi ce culte reste-t-il si fort en France, spécifiquement? Parce que la Renault 4 a été un miroir, elle a reflété une France qui aime les paradoxes, le raffinement et la boue, la littérature et la clé à molette, le fromage qui pue et la poésie qui sublime. Elle a été la voiture qui acceptait le désordre français, ce désordre créatif, ce désordre vivant. Elle n'a pas essayé de corriger les gens, elle s'est adaptée à eux. Et c'est là que l'héritage devient presque philosophique. La Renault 4 a enseigné qu'un objet bien conçu n'impose pas. Il accompagne, il laisse de la place. Il pardonne, c'est exactement ce qu'elle a fait pendant plus de 3 décennies. Quand elle s'arrête en 1994, elle laisse derrière elle une empreinte qui dépasse la technique. Elle laisse un modèle mental. La voiture comme outil de liberté accessible. Une voiture qui ne te demande pas d'être riche, ni élégant, ni performant. Une voiture qui te dit simplement « tu peux y aller ». Et si on devait résumer son héritage en une image un peu brutale, un peu tendre, un peu française, ce serait celle « si, un coffre ouvert, rempli de choses qui sentent la vraie vie, et pourtant, sur le visage du conducteur, un sourire, pas le sourire d'un gagnant, le sourire de quelqu'un qui avance, parce qu'au fond, c'est ça, la Renault 4, une machine à avancer.